Bon, je vais effectivement essayer d'aller très vite et bien sûr dans ce cadre-là, je vais être obligé d'être un peu caricatural et pas pouvoir forcément développer tous les arguments que je souhaiterais pour traiter de la question et du sujet que j'ai choisi ici. Je l'ai choisi pour deux raisons. D'abord parce que l'actualité politique d'aujourd'hui démontre finalement que le titre a sa pertinence, c'est-à-dire que la question des compétences dans le cadre des débats sur l'école est au cœur des problématiques, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du socle commun, de compétences, de connaissances, etc. Alors, on a bien vu que c'était ces dernières années quelque chose qui était très fort et qui dépassait bien évidemment très largement le cadre des débats strictement pédagogiques. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'aborder la question des compétences d'un point de vue strictement pédagogique est finalement une forme de maltraitance du sujet, puisqu'on évite de parler d'un certain nombre de choses qui sont pourtant bien présentes. Je donnerai quelques exemples à partir de l'éducation physique et des expériences qu'on a vécues ces dernières années, depuis notamment les débuts des années 90, pour montrer en quoi justement ces questions-là sont au cœur de réflexions d'ordre politique, pas politique au sens politicien du terme, de droite, gauche, machin, etc., mais politique au sens de pilotage d'un certain nombre de préoccupations qui dépassent encore une fois largement la question de la classe, de sa gestion et des apprentissages. Je l'ai choisi pour une deuxième raison, c'est que connaissant les différents intervenants, que je connais très bien par ailleurs, puisque on les a très souvent invités dans nos propres manifestations et colloques et séminaires, je savais que cette question ne serait pas prioritaire, en tout cas elle ne serait certainement pas abordée de la façon dont moi je vais l'aborder. Et donc ça me permet de ne pas superposer les discours, parce qu'on aurait été éventuellement amené à dire plusieurs fois les mêmes choses, et donc à ce titre-là, ça me paraissait bien de pouvoir avoir une forme de complémentarité. Toujours en préalable, je vais commencer tout de suite par au moins un minimum de définition, puisque il faut bien que chacun ait en tête un certain nombre de choses pour commencer à rentrer dans la journée. Alors je dois dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de débat énorme autour de la définition de la notion de compétence. En tout cas sur le plan scientifique, il y a un accord assez général pour lui donner un certain registre de définition. Je vais en donner juste une ou deux qui synthétisent, à mon sens, pas mal les choses, mais je suppose que dans la journée, il y en aura d'autres. Donc bon, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont des ouvrages très intéressants et qui peuvent faire référence. Ceux qui veulent les voir, vous pourrez les regarder ultérieurement. Donc j'en donne une, qui est tirée dans une revue de l'INRP, Recherche et Formation, qui synthétise un certain nombre de recherches. La compétence mobilise un ensemble de ressources multiples permettant de résoudre une tâche dont la finalité est significative et apparente pour l'apprenant, permet de générer une réponse adéquate dans une situation singulière et sera considérée comme telle si elle est jugée efficace par autrui. Autre chose, de Philippe Pernoud, que certains connaissent dans un des derniers bouquins, là, Quand l'école prétend préparer à la vie, la compétence n'est pas directement observable, c'est la condition d'une performance, elle la rend possible, non aléatoire, prévisible. La compétence est en quelque sorte une sorte de promesse de performance. Donc, on retiendra quand même un certain nombre de choses qui sont importantes et qui découlent des définitions d'aujourd'hui. En gros, la question de la compétence seule est une problématique qu'on ne peut pas aborder d'une façon limitée. Il faut prendre à minima un système qui comprend la compétence, la tâche et la performance. La compétence est donc un ensemble de ressources. Les repères scientifiques à peu près disent la même chose, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément très bien défini, c'est un ensemble de ressources. Elle est observable à travers une performance, j'ai marqué au sens de prestation, pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à la performance, elle exploit la performance, et elle est reconnue efficace si elle est jugée, elle n'est reconnue que si elle est jugée efficace par autre. Donc voilà un petit peu les choses. Donc du point de vue qui est le mien, je laisse ça pour qu'on l'ait en tête, on pourra en discuter au cours de la journée si vous le souhaitez, ce n'est pas l'objet de ma présentation évidemment. Donc je vais prendre trois moments clés qui me paraissent importants pour montrer comment le syndicat, par exemple, puisque c'est de ce point de vue-là que je vais pouvoir parler, a travaillé et traité la question des compétences pour intervenir dans un registre qui est le registre on va dire,
de la politique de l'éducation physique, c'est-à-dire du pilotage de l'éducation physique. Trois moments clés, le moment début des années 90, notamment le moment de l'appui sur la charte des programmes. 2005, saute dans le temps, 2005 parce que c'est la loi Fillon, j'y reviendrai tout à l'heure, pour expliciter qu'il y a un moment politique particulier qui consiste à mettre la question des compétences au cœur d'une loi pour l'école et donc au cœur des préoccupations politiques. Et donc la notion de compétence change de sens à ce moment-là. Et puis quelques mots sur les programmes actuels par rapport à l'utilisation qui en est faite. Et je terminerai par disons une réflexion un peu plus à peine esquissée sur la notion de rapport entre savoir et compétence. Donc, ce qu'il faut savoir, et moi je le fais régulièrement quand je travaille et quand j'interviens, pour ne pas dire n'importe quoi et ne pas donner mon propre point de vue personnel, je vais travailler sur ce qui a été écrit réellement par le syndicat dans les périodes considérées. Dans toute la période des années 80 jusqu'au début des années 90, la question des compétences est très peu abordée. Ce n'est pas un sujet à l'époque qui est très développé, et on en parle, je crois, j'avais relevé que c'était juste au moment des instructions officielles de 85 que la notion de visée des compétences des nains commence à apparaître dans la littérature. Donc, on est à ce moment-là, on n'est pas du tout dans une réflexion, une utilisation du terme de compétences, ni dans l'école, très peu dans l'école, et pratiquement pas en éducation physique. À propos de l'école, je renvoie à ce bouquin qui est paru dans les années 90 et qui explique très bien justement l'introduction de la notion de compétence dans l'école. Donc, comment ça se fait que dans le début des années 90, le SNEP prend appui de manière très forte sur la charte des programmes 91, c'est-à-dire la charte qui est écrite par le Conseil national des programmes, qui est censé piloter la rédaction des programmes et qui a été instaurée par la loi de Jospin en 89. Donc pourquoi à ce moment-là on prend appui très largement là-dessus? Bon, je pourrais citer un certain nombre d'extraits, mais ça me prendrait un petit peu de temps. Deux choses. D'une part, à cette période-là, il y en a certainement ici qui s'en souviennent, on est dans un travail de rédaction des programmes et on est très vite confronté à deux options qui s'opposent. D'une part, une option, je dirais, qui a été portée par l'inspection générale, notamment par Alain Hébrard, qui l'a dit et répété plusieurs fois, qui a une conception des programmes qui est une conception un peu généraliste. C'est-à-dire, en gros, des programmes, ça doit servir à discuter avec l'extérieur, ça doit présenter les grands axes de l'éducation physique, ça doit être relativement léger dans l'écriture, et ça doit avoir cette fonction-là. Ça n'a pas d'autre fonction, parce qu'il a expliqué plusieurs fois par ailleurs, c'est trop compliqué en EPS, on n'y arrivera pas, on ne mettra pas tout le monde d'accord. Donc des programmes stricto sensu, au sens classique du terme à cette époque-là, ce n'était pas l'option qui était défendue. Et nous étions déjà dans une autre optique qui était celle de dire, en gros, l'éducation physique, elle est reconnue dans les établissements scolaires parce que les enseignants sont reconnus en tant que personnes dans les établissements scolaires, par leur dynamisme, par leur formation, par leur capacité à intervenir auprès des élèves, par leur connaissance, mais elle n'est pas reconnue par les savoirs et les connaissances qu'elle fait apprendre, par, je dirais, ce qui constitue le cœur, normalement, d'une discipline scolaire. Donc on était dans ce registre-là et on dit l'occasion des programmes, c'est l'occasion pour vraiment avancer sur ce registre-là et il faut qu'on commence à décliner réellement ce qui doit être appris. Donc on est sur deux optiques un petit peu différentes, qui sont des optiques politiques, qui ne sont pas des optiques pédagogiques, mais de dire voilà quoi doit servir un programme. Et dans ce registre-là, à un moment donné, où il y a un deuxième débat qui se fait de façon beaucoup plus générale dans l'école, qui est un petit peu la remise en cause des savoirs académiques, des savoirs morts, comme certains disaient à l'époque, des savoirs, non discutés, etc. Il y a un débat qui commence à se mener dans le cadre de l'école pour dire, oui, mais il n'y a pas que des savoirs, il faut aussi, développer d'autres choses chez l'élève, et donc, alors nous, on était déjà sur des savoir-faire, des savoir-être, tout un tas de choses, mais dans le cadre de l'école en général, c'était pas trop le cas. Et donc, le Conseil national des programmes met ça en avant, donc, une politique d'une certaine manière d'éducation dans le cadre scolaire qui dit, bon, ben, il n'y a pas que des savoirs, il y a aussi des compétences, des savoir-faire, des attitudes, etc. Et donc, je ne vous lis pas l'extrait du chapitre qui nous concerne, mais en tout cas pour nous, on prend appui là-dessus pour dire, dans les débats que nous avons, pas qu'avec l'inspection générale, mais aussi avec le ministère à ce moment-là sur les programmes, dire, nous on veut du concret dans les programmes et on veut
s'appuyait très fortement et on a mis la notion de compétence fortement en avant. Il y a des accords, des tractations, tout un tas de choses, et puis toute l'histoire aboutit progressivement au programme de 96, dont vous vous souvenez, pour en tout cas la plupart d'entre vous, je suppose, organisé autour de 3 niveaux de compétences: compétences générales, compétences de groupe et des compétences dites spécifiques. Donc ça, c'est le fruit de cette histoire, de cette histoire-là qui, comment dire, a comme fonction effectivement. Donc ça, c'était le Conseil national des programmes. Hein, bon, on peut le retrouver facilement, c'est pas tellement compliqué de l'avoir, mais en gros, elle répète qu'il faut viser des compétences et les niveaux de compétences. Donc il y a cette double bataille à l'intérieur de l'école, dans la hiérarchie et la place des disciplines. Et puis, deuxièmement, en EPS, la bataille pour amener un certain nombre de choses qui soient réellement concrètes et qu'on ne laisse pas, qu'on définisse pour qu'on puisse décider et discuter autour des objets plus tard d'enseignement. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder très rapidement, donnant pas tous les exemples que j'aurais souhaité, mais pour montrer qu'il y a la bataille qui se mène dans les années 90 autour de la notion de programme et de la place des compétences, est d'abord une bataille qui est de cet ordre-là, avant d'être une bataille, je dirais plus tard, d'ordre de contenu, etc. C'est donc dans ce registre-là. La deuxième période que je voulais prendre, c'est une période clé aussi, justement parce qu'elle introduit une forme de rupture. C'est, bon, on saute beaucoup dans le temps là, mais c'est la question de la loi Fillon. Pourquoi une rupture? Parce que c'est la première fois qu'on met au cœur, avec la question du socle commun, on met au cœur la question des compétences, même si cette question des compétences, elle est adossée avec d'autres notions comme celle des connaissances, mais dans le langage commun, il est resté beaucoup la question des compétences uniquement comme étant centrale. Et à ce moment-là, on se pose la question de pourquoi Fillon en particulier, mais justement veut et souhaite faire inscrire la notion de compétence dans cette loi-là, pour établir une certaine politique. Et donc là, je fais référence encore une fois à des travaux, non pas syndicaux ou politiques, mais des travaux scientifiques, sur l'utilisation du terme de compétence, d'où il vient, comment il est, à un moment donné, inscrit dans des préoccupations d'ordre européen, les compétences clés, et la volonté qui est développée au niveau européen, de faire en sorte que la notion de compétence, à un point de vue très général, vienne se substituer progressivement à d'autres notions qui sont, mais ça c'est un problème beaucoup plus général, des garanties, c'est-à-dire la notion de diplôme qui est une garantie après, parce que derrière des diplômes, il y a des statuts, il y a des conventions collectives, il y a tout un tas de choses, etc. Or la notion de compétence, et de livret de compétences et de portefeuille de compétences, vient percuter un peu ça, c'est-à-dire on juge simplement si la personne est bonne ou pas bonne, et puis en fonction de ça, on va lui adapter son emploi, son métier et son salaire. Donc c'est un problème très général, hein, mais en tout cas c'est le moment où tout ça se joue au niveau européen, voire mondial, et donc la venue, et d'ailleurs François Fillon s'en est pas caché, la venue de la notion de compétence dans le cœur de ces problématiques, elle est issue des compétences clés européennes et de cette volonté-là. Alors, je passe rapidement pour dire qu'il y a un deuxième problème qui se pose à partir du moment de la loi Fillon, et c'est pour ça que le SNEP est rentré en bataille de façon assez massive à ce moment-là, c'est que dans le socle qui est défini de compétences et de connaissances disciplinaires, évidemment, il n'y a au départ strictement rien qui concerne l'éducation physique, et évidemment la question des disciplines n'était pas au cœur des problématiques, mais il n'y a rien qui concerne la culture physique, sportive, artistique, c'est-à-dire le cœur de notre champ dit de référence. Je le dis parce que après il y a eu des débats pour dire oui mais l'éducation physique est dans tout, elle est partout, la culture physique elle est partout, bon, je laisse ça de côté parce qu'on ne pourra pas discuter dans le débat. Mais ce qui est sûr c'est que Fillon, puisqu'on l'a rencontré, à ce moment-là, pour lui c'est niet, hors de question que ça fasse partie des fondamentaux. Et il nous a dit mais je ne comprends même pas pourquoi vous posez la question, ça ne peut pas en faire partie, etc. Donc bataille du SNEP. Et on a fait signer 451 signatures dans les marchés, des trucs, etc. pour dire pas d'éducation sans éducation physique, sportive, etc. Donc on a une bataille, une double bataille à ce moment-là, donc qui est
il y a d'une part, on tire la question des compétences vers un registre, et on le verra par la suite, où on passe de, comment dire, de notions qui peuvent être des garanties à un moment donné, diplôme, reconnaissance d'un certain nombre de choses, à un bien individuel qui est celui de la compétence, et sur laquelle on va juger la personne ou pas. Donc, il y a cette bataille-là, et puis le fait qu'effectivement, donc ce n'est pas présent, et la bataille qu'on a menée a permis de faire rentrer des trucs, quelques bricoles, dont on peut aujourd'hui, évidemment, discuter la pertinence. Donc, on est dans ce moment-là, et vous, encore une fois, c'était pour montrer, essayer d'expliciter, même si c'est un peu court, que les débats qui sont à ce moment-là ne sont pas des débats pédagogiques. Pas des débats pédagogiques, c'est des débats d'ordre politique sur le pilotage de l'éducation nationale d'une part et de l'éducation physique éventuellement d'autre part. Donc ça c'était le deuxième exemple que je voulais prendre, et puis évidemment venir sur la question un petit peu d'aujourd'hui pour expliciter la même chose. C'est-à-dire que les débats, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas des débats qui sont d'un ordre très pédagogique, etc. C'est l'ordre politique, encore une fois, de pilotage de l'éducation physique. Quelle est la différence et quelle est la rupture fondamentale entre les programmes antérieurs et les programmes les plus récents? Les programmes antérieurs, donc on l'a vu, ont fait l'objet de débats et ont fait l'objet finalement de formes de consensus ou de compromis qui, au bout du compte, permettaient d'essayer de trouver un équilibre. Bon, pas là encore une fois, mais enfin un équilibre entre des recommandations dont l'historique vient de notre histoire propre, des instructions officielles, etc., donc des recommandations, des visées, etc., à des prescriptions qui sont aujourd'hui beaucoup plus fortes. Et à double titre, le débat sur les compétences, dont on a vu la définition tout à l'heure, a amené à ce que dans les programmes, il y a deux sortes de compétences. Deux sortes, ça échappe à personne. Il y a des compétences dites propres, qui n'ont pas l'objet de classer des compétences, mais qui ont l'objet de classer des activités physiques et sportives, et qui ne sont pas des compétences au sens classique du terme, et qui ont comme objet non seulement ça, mais donc à travers ce découpage, de piloter l'organisation de l'éducation physique, et on le voit aujourd'hui avec les contraintes multiples qui sont amenées, notamment au moment des évaluations au bac et au DNP, et on pourra reprendre l'exemple du bac. On pourra le reprendre dans la discussion pour montrer comment justement cet objet-là, il est là pour contraindre et amener les enseignants à faire un certain nombre de choses qui sont été jugées par l'institution comme valides. Donc il y a cette compétence-là. Et puis à l'opposé, en bas de l'échelle, à une autre échelle, il y a les compétences dites attendues, qui sont elles plus proches des vraies compétences, parce qu'elles sont définies un peu scientifiquement dans leur conception, mais qui ont une autre fonction aussi, qui est la fonction de prescription, cette fois-ci, non plus de l'organisation de l'équilibre, de l'éducation physique, mais des contenus même d'enseignement, puisque à travers ce qui est donné, on a des prescriptions qui sont très très fortes. Quand on passe des programmes aux fiches référentielles, on a beau appeler ça des référentiels, des choses qui sont en référence, etc., en termes prescriptifs, c'est très très fort. On en a parlé d'ailleurs à nos juristes en leur disant, parce que on a interrogé plusieurs fois sur, on a mené une bataille évidemment là-dessus, et on a interrogé plusieurs fois sur la notion de référence, sur l'idée de à quel niveau d'adaptation on peut se situer, c'est-à-dire qu'est-ce qui est possible de faire pour un enseignant donné dans un établissement donné pour adapter les programmes. Et bien les juristes ont répondu, en fait pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. C'est-à-dire que s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose, à un moment donné, on dit, les programmes c'est ça, ils sont à appliquer, vous ne les avez pas appliqués, vous ne les avez pas appliqués, donc vous êtes en faute. Et je dois dire que là-dessus, on a un problème d'équité sur l'ensemble du territoire, d'une certaine manière, puisqu'on a fait le tour de toutes les recommandations qui ont été faites par le corps d'inspection dans toutes les académies, et on a des grands écarts. Je prends l'exemple du DNB là, on a des écarts très très importants dans l'interprétation même des textes. Donc, on a aujourd'hui une éducation physique dont la fonction, la fonction des compétences est un encadrement de toute l'activité professionnelle, et dans laquelle ce qui est en arrière-plan, c'est la question de l'enseignant concepteur, c'est-à-dire cadre de la fonction publique, etc., qui est posée et qui commence à poser problème. On en a des retours de plus en plus permanents,
on est... ouais, d'accord, je termine. On a une grande difficulté autour de ce registre-là, ce qui est quand même une rupture et quelque chose de relativement nouveau dans l'histoire, dans notre histoire, mais dans l'histoire de l'éducation nationale, parce qu'aucune autre discipline... moi je fais partie du Conseil supérieur d'éducation, donc je suis tous les débats sur tous les programmes de toutes les disciplines. Alors ça m'intéresse bigrement parce que ça me permet justement de faire des comparaisons, et aucune autre discipline dans ce registre-là de prescription. J'en ai beaucoup discuté avec d'autres inspecteurs généraux, puisque avec les nôtres le débat est difficile, comme on l'a dit, et bon, enfin bref. Donc je voulais terminer maintenant en revenant un petit peu sur la question des savoirs, non pas opposés, vous verrez que je terminerai par ça, à la notion de compétence, mais comme étant un registre sur lequel il faut qu'on revienne, encore une fois, politiquement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vu comment ça se passe, je parle en règle générale, il n'y a que des compétences en éducation physique. Alors les compétences étant elles-mêmes divisées en aptitudes, enfin bon, les trois trucs du socle commun, bon. Mais on a l'impression, on pourrait avoir l'impression que c'est une discipline qui n'a plus de savoir, qu'il n'y a pas de savoir. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir aujourd'hui dans le cadre scolaire? Enfin, dans le cadre pas scolaire, mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'un savoir? C'est un objet culturel, c'est-à-dire un produit d'une personne ou de collectif qui ont été stabilisés dans le temps, qui ont été discutés, qui ont été éventuellement contredits. On a plein d'exemples dans le champ scientifique, hein, dans tous les... Bon, et qui font aujourd'hui l'objet d'une transmission possible, ou en tout cas d'une nécessité d'appropriation par tout le monde pour que chacun puisse rentrer, on va dire, dans la grande histoire de l'humanité pour aller vite. C'est-à-dire qu'on est sur un bien public. Le savoir étant quelque chose qui est extérieur à la personne, c'est sur un bien public. On n'est pas sur un bien privé qui est celui de l'ordre de la compétence. La compétence, c'est quelque chose que j'ai ou je n'ai pas. C'est moi qui l'ai, c'est pas bon. Donc on est, je pense que politiquement aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se développer, il faut absolument qu'on se recentre sur un certain nombre de choses et qu'on arrête les querelles éventuellement de mots, parce que des fois, des notions ou des concepts, il n'en reste plus que des mots et des usages qui sont parfois fort éloignés. Et donc, il faut qu'on rentre dans une autre dynamique qui consiste à essayer de redéfinir ou de reprouver aujourd'hui la question des choses, pour aller vite, des choses, si on ne veut pas les nommer, qu'il y a à apprendre en éducation physique, ces choses-là étant évidemment et forcément de différents registres. C'est bon? Je termine. Donc je fais appel là-dessus, sur ces questions-là, à plusieurs personnes, mais à des gens comme Astolfi, à des gens comme Chantal Amadesco, à des gens comme ça, qui se placent et se sont placés structurellement dans cette lignée de la notion de savoir, non pas en l'opposant à la notion de compétence, mais en y faisant réémerger cette idée que les savoirs, c'est quelque chose qui s'est construit et qui est déposé, je dirais d'une certaine manière, à l'extérieur de la personne. Et donc on passe d'une éducation physique, d'une école qui s'est centrée progressivement sur un bien privé, de plus en plus privé, c'est-à-dire la question de la compétence, à revenir à un peu plus de débat public sur quelle est la place des savoirs. Alors, ça a été très très vite. Et pour terminer, encore une fois, par rapport à tout ça, si on regarde un petit peu là, juste pour ceux qui passent quelques temps à écrire pour des sujets ou autres, la question de la mission de l'école, que tout le monde connaît, instruire, former, éduquer, on peut aussi terminer par ça en disant que bon, quand on est sur le pôle de l'instruction, on est du côté des programmes. Très clairement, on est du côté des programmes. Quand on est sur et donc des savoirs à apprendre. Quand on est sur la formation, on est effectivement du côté des compétences. Et quand on est sur l'éducation, on est plus sur le côté des valeurs. L'enjeu aujourd'hui pour chacun et chacune, c'est de faire en sorte que les élèves puissent accéder à l'ensemble de ces registres-là. Et je fais peut-être sans doute même la transition avec ce que dira mon successeur, à savoir que finalement, la question qu'il faut se poser, c'est celle non pas de est-ce que je fais de la compétence, est-ce que j'enseigne des compétences, est-ce que je fais du savoir, etc., mais de trouver des objets d'étude, chers camarades, qui permettront de trouver justement la manière, et plus que la manière, les façons, les sujets sur lesquels je vais faire travailler les élèves. Donc voilà ce que je voulais rapidement dire, et évidemment j'ai été trop vite, il aurait fallu citer quelques anecdotes supplémentaires pour tout expliquer. Merci Christian.